C'est un gestionnaire de ligue, le RSEQ. Puis qui prend les décisions? Ben, c'est les membres qui décident. Mais les membres, c'est pas toi ou moi, c'est l'institution, c'est le cégep, c'est l'université, c'est l'école secondaire. Éric Loignon est vice-président RSEQ des Cantons de l'Est et entraîneur des carrières aux volontaires du cégep de Sherbrooke. Pourquoi au début, comme coach, j'ai décidé de m'impliquer? C'est parce que je voulais comprendre. C'est l'utilisateur payeur. Tu as des ligues. Dans le fond, le RSEQ, ben, il facture les frais d'arbitre, les frais d'assignation, les frais de médaille, les feuilles de match, de l'organisation, le salaire du corps d'eau qui gère la ligue. Puis après ça, c'est un organisme à but non lucratif en bout de ligne. Quand on entend des coachs dire « Ouais, ils pensent pas aux jeunes », ben, ils ne pensent pas à ton jeune, ils pensent peut-être aux 320 000 autres qui font du sport. Parlons des divisions. Les niveaux de jeu, les ligues, D1, D2, D3, D4, c'est pour que tu te regroupes par force ou niveau de compétition égal. Tu sais, c'est pas assis sur le coin de la table, c'est j'aime ou j'aime pas. Là. Ouais, c'est ça. Je t'aime pas, ben toi, tu passeras jamais. Tu remplis-tu les critères? Exact. As-tu l'encadrement sportif, l'encadrement académique? As-tu les infrastructures? As-tu tout ce que ça demande pour pratiquer le sport? Qu'est-ce que je peux faire? Ben, premièrement, c'est de travailler sur mes processus à l'interne. Qu'est-ce que je peux offrir de plus? Comment je peux le faire? Puis, est-ce que c'est réaliste? Est-ce que j'ai les ressources? C'est tout le temps l'argent, ressources humaines. Le sport au Québec. Comment se porte le sport au Québec, étudiant? Bonjour tout le monde, bienvenue sur Le Game On. Je suis votre host, William Rochefort, et aujourd'hui, je suis vraiment content de vous aider à mieux comprendre un sujet, une organisation, je dirais, qui fait partie de nos vies à tous les jours en tant qu'étudiant athlète, mais que pas beaucoup de personnes le comprennent. J'ai avec moi ici un vice-président, Éric, de la RSEQ en région. Merci de prendre le temps de venir démystifier c'est quoi la RSEQ. On va en parler. Je pense que c'est un sujet qui mérite d'être mis de l'avant. Avant qu'on commence, je le sais que c'est un sujet très sensible pour certaines personnes. Donc, je vais demander, s'il vous plaît, soyez polis dans les commentaires. S'il y a des gens qui ont des choses à dire, c'est correct. C'est une place pour s'exprimer, mais faites-le de façon constructive. Je veux pas de mauvais commentaires. Éric a quand même pris le temps d'accepter puis de venir sur le podcast pour en jaser. Donc, merci Éric d'être là. Avant qu'on commence, est-ce que tu voulais nous partager un petit mot, quelque chose? Ben, je pense que le but d'être ici, c'est pour démystifier un petit peu la bébite que c'est le RSEQ, que tout le monde le comprenne, puis peut-être de remettre en perspective des choses qui sont véhiculées, que c'est peut-être juste la méconnaissance du processus dans le RSEQ versus ce que c'est vraiment. Fait que moi, c'est vraiment venir d'en jaser. Je baigne là-dedans depuis presque 25 ans, 30 ans. Fait que je connais un peu tous les rouages du scolaire jusqu'à l'universitaire. Je suis moins à l'aise avec l'universitaire, mais c'est le même processus tout le temps. Fait que c'est juste d'en jaser, répondre aux questions, puis rendre ça, vulgariser la patente. Cool. Gros merci. Donc, Éric, tu connais la formule. Chaque personne qui vient sur mon podcast a le droit à une introduction. J'ai pris le temps de t'en faire une. Donc, Éric, voici ton intro. Éric Loignon, t'es vice-président RSEQ des Cantons de l'Est et entraîneur des carrières aux volontaires du cégep de Sherbrooke. Tu cumules plus de 37 ans d'implication dans le sport scolaire à titre d'enseignant, d'entraîneur et de représentant institutionnel. Depuis 1992, tu es enseignant en éducation physique. Tu es aussi entraîneur au football. Tu fais aussi partie du comité organisateur des championnats canadiens du handball. En 2001, tu vas être entraîneur d'équipe Québec handball. C'est en 2008 que tu deviens représentant RSEQ. Et en 2010, tu es élu vice-président du RSEQ, comité régional des Cantons de l'Est. Depuis 2010, tu as été dans le comité de direction conjoint scolaire et collégial RSEQ. Tu as été comité finance RSEQ CE, comité développement de la pratique sportive RSEQ, comité de la Ligue football division 1 RSEQ. Tu as été comité de sécurité football Québec. Tu as été organisateur du bol d'or au secondaire à Sherbrooke. Tu as été organisateur du gala Reconnaissance sportif. Tu as fait partie du comité organisateur du Mondial jeunesse d'athlétisme. Tu as fait partie du programme de conciliation sport-études.
tu as aussi fait le développement du programme d'initiation au football primaire avec plus de 300 participants chaque année. Aujourd'hui, tu es entraîneur des corps arrière pour les volontaires du Cégep de Sherbrooke et toujours impliqué au niveau de la RSEQ. Tu représentes les cantons de l'Est au niveau provincial. Éric Lognon, bienvenue sur Le Gamer. C'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui. Ça résume bien? Oui, c'est un long parcours. Quand on est vieux, c'est ça un peu, mais merci pour l'invitation. Puis ça va me faire plaisir de répondre aux questions puis de démystifier un petit peu comment ça marche le RSEQ, puis peut-être briser des idées préconçues qu'on a par rapport à la gestion du sport au Québec. Mm-hmm. On a eu un appel il y a peut-être 2 semaines au téléphone. On a jasé à peu près une demi-heure. C'est ce qui m'a mis un peu l'eau à la bouche à notre podcast d'aujourd'hui. Mais avant qu'on commence dans les questions, d'expliquer c'est quoi vraiment la RSEQ derrière ça, je veux savoir pourquoi toi, tu as accepté de venir ici pour en parler. Bien, c'est que j'ai été des deux côtés de la clôture. J'ai été un coach, j'ai été un athlète, puis j'ai été un gestionnaire, puis un représentant politique au niveau sportif. Puis je me dis, les plaintes, les contraintes qu'on entend, puis toute la méconnaissance, mais je me dis, ça vaut peut-être la peine de prendre un peu de temps puis d'en jaser. Puis je le connais un peu le système, je sais comment ça fonctionne. J'ai pas les réponses à toutes, mais ça fait assez longtemps que je baigne dans le milieu, que je comprends un peu là, comment ça marche. Puis c'est toujours les mêmes choses qui reviennent, les plaintes, la méconnaissance par rapport aux coachs, les parents, les athlètes. Fait que juste de pouvoir prendre du temps et d'en parler, je trouvais ça important. Mm-hmm. Je pense que c'est aussi important. S'il y a une chose que j'ai compris, c'est que c'est en parlant, c'est en travaillant en équipe, c'est qu'on est capable d'accomplir quelque chose. L'affaire qui est le fun, c'est qu'aujourd'hui, c'est une bonne discussion pour démystifier les points qui sont moins compris par les gens dans la RSEQ, mais aussi peut-être pour amener une idée de fraîcheur, peut-être des nouvelles idées, peu importe, voir si on peut pas avoir un impact pour le futur de nos athlètes. Ça pourrait être cool. Avant qu'on commence, j'aimerais faire un petit rappel. Donc, ici, j'ai noté, la RSEQ, c'est quoi? Ça s'appelle le Réseau du sport étudiant du Québec, donc il y a la RSEQ, et la fédération sportive responsable de l'organisation, de la promotion et du développement du sport au sein des institutions d'enseignement de la province, du primaire à l'université. Sa mission, contribuer à la réussite éducative et au développement personnel des jeunes par la pratique sportive. Pour chiffrer tout ça, on parle de 343 000 étudiants athlètes actifs dans les ligues RSEQ. On parle de plus de 3 000 établissements d'enseignement affiliés, publics et privés. On parle de plus de 40 disciplines sportives encadrées, plus de 100 championnats provinciaux organisés annuellement, 14 régions et 3 secteurs secondaire, collégial et universitaire. Aujourd'hui, écoute, tu m'as dit avant de commencer, je peux comprendre pourquoi les gens ne comprennent pas. Avec tout ce que vous avez à vous occuper, c'est sûr qu'il y a des ambiguïtés quelque part, mais comment ça marche concrètement la RSEQ? Qui décide quoi? C'est le nerf de la guerre. Le RSEQ, c'est une bébête particulière. Tu sais, on en a parlé, c'est 14 instances régionales au niveau scolaire qui représentent les écoles primaires, secondaires. Tu as la commission sectorielle collégiale, qui c'est 68 cégeps. Puis tu as les universités, qui c'est environ une quinzaine d'universités qui participent de plus près ou loin à des événements là, du RSEQ. C'est un gestionnaire de ligue, le RSEQ. Puis qui prend les décisions? Bien, il y a une politique organisationnelle, il y a des cadres de fonctionnement, tu as des cadres de référence pour chaque ligue, chaque équipe qui veulent partir. Puis dans le fond, c'est les membres qui décident. Mais les membres, c'est pas toi ou moi, c'est l'institution, c'est le cégep, c'est l'université, c'est l'école secondaire publique ou privée ou l'école primaire qui demande des services. Puis ça va des saines habitudes de vie aux ligues sportives. Fait que en gros, c'est ça le RSEQ. Puis qui décide? Ben c'est le membre qui envoie ses demandes puis qui s'est remonté selon les paliers régionaux puis après ça provinciaux. Puis on s'est entériné les décisions selon
les votes des régions. Fait que c'est de la politique. C'est de la grosse politique, là. Puis ça se gère en réunion, ça se gère dans les discussions de corridor. Puis c'est comme partout ailleurs, là. C'est quand tu veux faire passer de quoi, il faut que tu trouves des alliés puis tu votes. Fait que c'est ça, la business là, du RSEQ, entre autres. C'est d'assurer le service aux membres, puis en fonction de qu'est-ce qu'ils veulent. Puis après ça, faire respecter les règles que les membres ont demandées. Fait que des fois, c'est juste de les rappeler, de dire, écoute, dans ta ligue, l'année passée, vous avez demandé qu'on joue avec un ballon bleu. Bien, cette année, on joue avec un ballon bleu, puis là, t'es fâché parce que t'en as pas. Bien, t'as voté. Fait qu'à cette heure, il faut l'assumer, les décisions. Puis c'est souvent là-dessus qu'il y a des petits conflits ou l'incompréhension de certaines personnes. Mm-hmm. C'est ça, c'est que comme tu m'as déjà parlé plus tôt, faut séparer les fédérations. Ouais. Les fédérations, ça, c'est vraiment l'organisme, je dirais, l'institution du sport. Parce que la RSEQ, c'est vraiment juste... C'est un gestionnaire de ligue. Exact, c'est lui qui s'occupe. Puis, tu sais, il y a une quarantaine de sports qui sont présentés. Souvent, il y en a 14 plus principaux, là. Mais tu sais, c'est les fédérations que les règles de jeu, ça vient de la fédération. L'arbitrage, ça vient de la fédération. Les règles de sécurité, ça vient des fédérations. Après ça, le RSEQ en région ou provinciale, dépendamment de ton niveau de ligue, il fait juste appliquer ça. Les règles de sécurité viennent des fédérations. Donc... C'est leur mandat. Ouais, c'est ça. Fait que dans le fond... j'ai eu quelqu'un qui m'a demandé justement de demander à propos de ça, les règles de santé, tout ça, parce qu'il y a certains niveaux à respecter. Selon l'âge. Exemple, avec Football Québec, la catégorie d'âge, là, ils ont modifié un petit peu. Puis j'étais dans le premier comité qui a mis en place les règles. Puis c'était un des enjeux qu'on avait soulevé. C'était, est-ce que c'est réaliste d'avoir un physio sur le terrain pendant un match à tombe? Que ce soit à la Côte-Nord, que ce soit à Montréal, que ce soit ici à Sherbrooke ou à Lac-Mégantic, là. Ben, peut-être pas. Fait que là, il y a eu des discussions après une couple d'années d'application, puis là, ça a été modifié en fonction du niveau de jeu. Mais le cerveau du jeune, on parle de commotion, mais il est aussi important que tu joues universitaire versus un kid du primaire là, en 5e année qui fait du mini-football, là. Mais ça vient des fédérations, c'est leurs règles, c'est eux qui les mettent en place, qui ont formé des comités. À Football Québec, il y avait un médecin, il y avait des physios, il y avait des coachs. Puis on a échangé pendant plusieurs rencontres là-dessus. Puis bon, il y a eu une première mouture qui n'est pas parfaite, ça a évolué. Puis je pense que ça évolue pour le mieux, puis ça répond aux besoins de sécurité qu'on a là, dans différents sports. Vous devez quand même avoir une bonne relation avec les fédérations? Là? La majorité du temps, je te dirais que oui. Ça va bien. Mais tu sais, les fédérations, ils sont tributaires de leur financement puis leur mode d'organisation. Puis souvent, ils font ce qu'ils peuvent avec les ressources financières qu'ils ont. Puis tu sais, tu peux avoir un petit membership, mais avoir des grosses responsabilités pareilles, comme la plus grosse fédération, mais tu n'as juste pas le même argent qui rentre. Fait que ça, c'est complexe aussi pour gérer pour eux. Puis, ils ont à décider des règles de jeu, des règles de sécurité, des catégories d'âge. Ça vient tout d'eux, ça. Puis, tu sais, il y a beaucoup de... Comme partout ailleurs, là, il y a beaucoup de mouvements de chaises, de DG qui changent de fédé, qui arrive, qui quitte, qui part. C'est complexe, là. Puis, ils ont à gérer beaucoup avec le ministère du Sport et Loisirs, entre autres. Fait que ça, c'est pas simple pour eux. Puis, c'est pas simple après ça pour tout le monde de gérer autour de ça. Parce que des fois, il y a des décisions qui sont prises. Tu fais comme, pourquoi ils annoncent ça en juin alors que la saison, toutes les rencontres, c'est terminé. Puis, c'est applicable en septembre. Manque de communication, manque de prévisibilité là, dans la prise de décision. Quand tu parles d'argent, de financement, toutes ces affaires-là, la RSEQ, c'est gouvernemental? C'est reconnu par le ministère de l'Éducation. Il y a une portion d'argent qui vient de subventions du gouvernement reliée à la mission, qui est de faire bouger les jeunes en milieu scolaire dans des sports. Il y a une portion qui vient de projets spéciaux comme De Facto. Ça, c'est le ministère de la Santé. Tout le monde l'a vu, là, la publicité contre le tabac et ces choses-là. C'était le ministère de la Santé qui a délégué le mandat au RSEQ provincial de produire de quoi. Puis ça a donné ce que ça a donné. Là. Je pense que ça a marché. Après ça, tu sais, c'est l'utilisateur payeur. Fait que tu as des ligues
Dans le fond, le RSEQ en région ou provinciale, dépendamment si c'était dans une ligue régionale ou provinciale, ben, il facture les frais d'arbitre, les frais d'assignation, les frais de médaille, les feuilles de match, de l'organisation, le salaire du corps d'eau qui gère la ligue. Puis après ça, c'est un organisme à but non lucratif en bout de ligne. Fait qu'on n'est pas là pour faire du profit, là. Fait que ça te coûte, l'utilisateur payeur, ça coûte 1000$, ben, tu as 1000$ à diviser entre le nombre de participants, exemple. Les participants étant? Les athlètes, mais les membres du RSEQ, c'est les institutions scolaires. Ça va être des écoles publiques ou privées au secondaire, ça va être les cégeps privés ou publics et les universités. C'est eux les membres du RSEQ, c'est pas l'athlète individuellement. On n'est pas dans le membership d'une fédération de hockey ou de soccer que je dois m'affilier, puis ça coûte 25$ pour avoir le droit de jouer au hockey, mettons, cette année. Des chiffres comme ça. Là. Mais c'est différent. Fait que quand on entend des coachs dire « Ouais, ils ne pensent pas aux jeunes », ben, ils ne pensent pas à ton jeune. Ils pensent peut-être aux 320 000 autres qui font du sport. Puis ça se peut que ça vienne toucher des cordes sensibles parce que toi, tu es impliqué individuellement, personnellement avec ton kid. Puis tu sens qu'il est brimé, mais si on le fait jouer, ça brime peut-être tous les autres qui jouent à côté. Fait qu'il y a tous ces enjeux-là. C'est pas simple à comprendre. Là. Puis monsieur et madame tout le monde assis dans le salon chez eux qui voit que son kid ne peut pas jouer au football parce que dans l'école qu'il fréquente actuellement, il n'y en a pas. Puis l'école à côté, l'autre bord de la rue, il y en a. Ben, c'est l'entité école qui est la base du sport étudiant. Fait que si t'es pas dans l'école, on ne dira pas à un kid qui est dans une autre école de venir jouer dans l'école B à côté de l'école A. On n'est pas dans du civil, puis c'est ça qui fait la base même du fondement du sport étudiant, c'est que ça a été créé par des éducateurs physiques. À un moment donné, tu faisais du sport dans les années 60 dans une école, puis là, tu disais, hey, ça serait le fun de jouer des games contre d'autres écoles. Puis ça a parti un peu comme ça, là, le sport étudiant. Là, les commissions scolaires, les écoles privées, ils ont embarqué, puis ils ont formé des ligues, des régions. Puis, tu sais, les régions, c'est même pas les mêmes régions qu'administrativement. Là, quand tu parles des cantons de l'Est, ben, c'est pas la même région administrative que pour le ministère de la Santé, que pour des ressources là, X là, qui viennent d'un ministère ou du gouvernement. Fait que ça complexifie encore la patente, là. C'est pas simple. Je vois ça. Tu sais, quand on a géré la pandémie, entre autres, ben... Les cantons de l'Est, là, ça va jusqu'à Drummond, mais Drummond, c'est la région du centre du Québec au niveau de la santé. C'est pas le... Fait que t'avais des équipes de Drummond qui pouvaient pas jouer, puis des équipes de Sherbrooke, puis des cantons de l'Est autour, des villes proches, Asbestos, qui avaient le droit de jouer, mais ils n'étaient pas dans la même région. Fait que ça devient compliqué. Là. Puis là, pourquoi je peux pas jouer? Je suis dans la même région de sport étudiant, mais t'es pas dans la même région santé. Fait que c'était compliqué pour ça aussi. Là. Wow. C'est jadis, là. On est bien content de pas être là, mais ça amène bien des questionnements. Puis c'est historique, là. La création, c'était fait par centre de service. À l'époque, c'était des commissions scolaires. Fait que, on recule dans le temps de 60 ans. Là. Mais ça a parti par des écoles qui ont eu besoin de se regrouper pour faire du sport. Intéressant, ça. C'est cool. Mais tu sais, toi qui vis en ce moment le côté coach, puis aussi impliqué au niveau... Politique. Ouais, c'est ça. Politique est le bon mot. Tu sais, t'as donné l'exemple de le coach, mettons, des fois, que va parler, ouais, mais tu sais, mon jeune, nanana. Puis là, tu dis, il y en a 320 000 autres à aussi... Ben, dans le même bateau. C'est ça, dans le même bateau. Est-ce que toi... Ben, en fait, comment toi, tu vois ça, vu que... Est-ce que quand tu es dans ta peau de coach, tu es dans la peau de coach ou tu gardes quand même... En fait, c'est où le clash de... Est-ce qu'en fait, ça t'aide vraiment d'être impliqué autant en tant que coach, parce que... Ben, premièrement, le but... Pourquoi au début, comme coach, j'ai décidé de m'impliquer? C'est parce que je voulais comprendre. Je voulais savoir qu'est-ce qui fait que j'ai le droit de faire certaines choses, d'autres actions, on peut pas. Puis, fait que je me suis intéressé. Puis je pense que les coachs qui manquent beaucoup, des fois, on est pogné dans notre coaching de sport, on gère un sport, puis les athlètes, puis on a plein notre casse. Mais de s'impliquer au pourquoi des processus, pourquoi il y a un cadre de référence pour une ligue, pourquoi il y a une cadre, tu sais, je peux pas partir du D3 pour aller jouer en D1, ben il y a un processus, ça a été réfléchi par du monde, puis souvent c'est d'autres coachs, c'est des responsables de sport, d'école, des délégués sportifs, des directeurs d'université ou de cégep, fait que, tu sais, ça a été décidé ensemble, collectivement. Fait que là, je me suis mis à m'intéresser au processus parce qu'il y avait des choses qui me frustraient comme coach.
Puis là, tu t'impliques, tu commences à lire, tu commences à être au courant plus du processus. Fait que là, ça clarifie des fonctionnements. Puis là, tu fais comme, OK, là, je coach au collégial, mais je comprends les enjeux, là. Ça se peut qu'une règle, je trouve que c'est peut-être pas adéquat pour mon milieu, mais potentiellement, quand je me mets dans la ligue, c'est peut-être... Je peux comprendre pourquoi la règle est là, exemple. Là. Fait que c'est vraiment de comprendre les processus puis de voir où je peux aller influencer. Ouais. Si je m'implique dans un comité de ligue, ben, j'ai un pouvoir de décision, j'ai un pouvoir d'influence. Tandis que si j'assiste jamais aux rencontres de ligue, ben, je suis pas entendu sur... J'ai peut-être des super bonnes idées pour améliorer le sport ou le déroulement de la ligue. Mais si je suis chez nous, dans mon salon, puis je fais juste chialer, ben, si tu veux faire du changement, il faut que tu t'impliques. Puis les coachs, ben, des fois, on met ça de côté, puis on s'implique peut-être pas assez. Puis là, après ça, ça amène de la frustration. Puis surtout, c'est de l'incompréhension. Mais tu peux t'impliquer dans tout le processus, puis tu as un pouvoir d'influence sur toute la décision jusqu'à son terme et son application. Et après ça, est-ce que tu fais le choix de t'impliquer ou pas? C'est ça la grosse question. Ouais, c'est ça, exact. C'est ça. OK, ouais, je comprends. Tu sais, la RSEQ est séparée en 3 secteurs, mettons. Ouais. Fait que tu as le secondaire, collégial et l'universitaire. Est-ce que c'est... En fait, est-ce qu'il y a... Sont-ils complètement séparés? Ou il y a un fil conducteur entre les ligues, pas entre les ligues, mais entre les secteurs? T'sais, est-ce que les gens se parlent, en fait? Oui, il y a des commissions. Chaque niveau, scolaire, collégial, universitaire, ils ont des commissions sportives sectorielles. Ça veut dire que tu te réunis par niveau. Puis, durant l'année, une fois par année environ, il y a des intersectoriels où on assoit, exemple, le scolaire avec le collégial, puis tu as le collégial qui s'assoit avec l'universitaire. Puis là, ils échangent sur différents sujets. Le développement vertical du sport. C'est pas normal qu'un sport universitaire ait pas de base en dessous de lui en collégial puis au secondaire. Fait qu'on regarde, y a-t-il un développement multisport vertical dans des disciplines? Je pars dessus, je peux jouer au primaire, au secondaire, il y a un trou collégial, puis je peux recommencer universitaire. C'est pas logique dans la pyramide de développement. Fait que, tu sais, il y a ces échanges-là, puis voir qu'est-ce qui se passe au milieu scolaire, ça va avoir un impact dans les équipes collégiales plus tard. S'il y a une grosse baisse de pratique sportive dans un sport X, ben ça permet d'anticiper que peut-être dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, le collégial, ils vont peut-être n'arracher dans le recrutement. L'universitaire, c'est un petit peu ça aussi. Fait que, tu sais, c'est interrelié. Puis, tu as le provincial qui est là pour tout cadrer ça. Puis, il y a des directeurs selon un directeur scolaire, un directeur collégial, un directeur universitaire. Tu as un directeur général, puis tu as le chef de la direction générale là, qui se rajoute à ça. Fait que tout ce monde-là, il travaille pour unifier la mission du sport étudiant au Québec. Fait que c'est quand même beaucoup de monde, c'est beaucoup de ressources. Puis, tu as à gérer le gouvernement, les différentes fédérations avec qui tu t'impliques comme sport. Puis après ça, bon, les enjeux des membres aussi qui viennent... tu sais, l'enjeu financier, là, c'est incroyable la place que ça prend là, dans les dernières années parce que tout coûte plus cher. Là. Tu sais, le casque de foot qui coûtait 500$, il en coûte 1000$. Mais quand tu en renouvelles pour une équipe au complet, mettons 60 joueurs, c'est 60 000$ là, que tu vas avoir à trouver. Fait que ça a un impact, là. Fait qu'éventuellement, ça peut faire mourir ou faire naître un sport dans le secteur supérieur. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est un peu la peur là-dedans, j'ai envie de dire, tu sais. Mais... Ben, comme gestionnaire, il faut que tu prévois les coûts d'avance. Pas le choix. C'est de même que tu vas faire marcher ton organisation. Fait que là, après ça, c'est de trouver des solutions. Pourquoi il y a une baisse? Pourquoi il y a une hausse? Comment je la gère, la hausse? Tu sais, on parlait avant le podcast de la hausse du sport étudiant depuis la pandémie. Mais oui. Puis, tu sais, j'entendais Alex Desjardins que le flag football, ben oui, c'est démesuré au secondaire. Là. Qu'est-ce qui se passe là? Tu es passé des ligues à 20 équipes dans des régions à 40 puis à 60 équipes. Dans le même sport, en 2-3 ans, ben, ça te prend des coachs, ça te prend des arbitres, ça te prend des terrains pour jouer. Là. Fait que c'est important là, de pouvoir prévoir ça. Puis l'impact que ça va avoir au collégial, on va peut-être le vivre dans 2-3 ans. Tu sais, là, il commence à avoir des ligues collégiales. Il y a une ligue universitaire qui est partie. Bien, ça se peut que dans 5 ans, il y a une ligue masculine, une ligue féminine, puis pour toutes sortes de différents enjeux aussi. Là.
Ouais, c'est ça. Ben, ça, il m'en avait parlé. Puis, tu sais, il m'avait parlé aussi du processus de comment il avait rentré dans la ligue aussi. Ça, c'est tous des processus. Mais c'est ça. Ça, c'est les choses que c'est pas mis de l'avant puis qu'on parle pas. Mais, tu sais, Alex, ce que je trouvais super intéressant, c'est qu'ils ont pris le bon chemin à quelque part. C'est venu des étudiants des institutions qui sont allés voir le responsable sportif de l'institution. Puis on disait, hey, nous autres, on veut faire du flag football. Voici, on est 25 personnes. Tu peux-tu faire de quoi pour nous autres? Ça part de la base individuelle. Mais c'est l'institution là, qui a mis de l'avant et qui sont jasés. Tu sais, partir une ligue, là, ça prend 4 équipes. Est-ce que c'est une ligue intéressante? Peut-être pas. Dépendamment du sport, si tu joues 12 fois contre la même équipe, ça peut amener d'autres problématiques. Mais peut-être pour démarrer des ligues, des nouveaux sports, c'est l'idéal aussi. Là. Ça prend juste 4 équipes pour commencer? Majoritairement, c'était 4 membres, 4 écoles qui demandent une ligue. Ben, il y a un processus d'analyse. Sont-ils vraiment prêts à embarquer? Voici les coûts, voici ce que ça comporte. Il y a 4 écoles qui lèvent la main pour jouer à un sport X. Ben, go, on va l'offrir. Mais tu sais, est-ce que ça va durer dans le temps? C'est-tu juste, j'ai 3-4 gangs dans une école qui veulent faire un sport, puis que quand ils seront plus là, il n'y en aura plus. Ça arrive des fois aussi. Là. Il y a des modes. Mais tu sais, normalement, à 4 équipes, c'est le critère de base pour partir une ligue. Est-ce que c'est la ligue la plus fun au monde? Peut-être pas. Est-ce qu'on va attirer d'autres gens après ça? Sûrement. Ouais. Puis c'est du bouche à oreille. Mais c'est pas une personne seule. C'est un groupe dans un milieu qui décide d'aller voir le responsable et de dire « Hey, nous autres, on aimerait ça que... » Fait que c'est de même que ça se passe des ligues sportives. Tu as parlé de la croissance du sport, de la participation au sport étudiant. Comment vous gérez ça? En fait, non. Je vais commencer par comment se porte le sport au Québec étudiant? Le sport étudiant il se porte bien. Il y a une croissance année après année de la participation. C'est ça, je pense, qui est le fun comme éducateur physique, de voir que les jeunes bougent de plus en plus. C'est le fun. Est-ce que ça amène des enjeux? Oui, en termes d'organisation, parce que la croissance ne suit peut-être pas tout le temps, les besoins ne suivent peut-être pas tout le temps l'offre qu'on a pour combler le besoin. Puis là, c'est d'être capable d'anticiper aussi ce qui se passe. C'est pas tout le temps facile parce qu'il y a plein de choses on est tributaire. Les augmentations financières des coûts dans à peu près tout, ben, est-ce que ça a un impact? Oui. Est-ce qu'on a moins de subventions pour faire des sports? Oui. Est-ce que les plateaux sont disponibles pour faire des sports? On parlait de hockey. Ben, il y a plein d'écoles qui voudraient peut-être, ou de cégep ou d'université, mais ils vont jouer dans quelle aréna? Est-ce que c'est une des raisons pourquoi que, mettons, au hockey féminin, il y a juste 5 équipes qui se raffrontent? Dans la ligue universitaire? Ouais. Là, il y en a 4, je pense. Là. Puis il va y avoir Sherbrooke qui s'ajoute, puis probablement Laval aussi dans les prochaines années. Mais c'est sûr que j'ai beau vouloir, comme gestionnaire, partir une activité. Si j'ai pas de plateau pour le jouer, je suis un peu comme coincé. Puis un aréna, ben, il en manque dans les villes. Les heures de glace, souvent, qui sont disponibles, c'est le jour. Ben, le jour, les étudiants athlètes, ils font quoi? Ils vont à l'école d'habitude. Fait que oui, il y a moyen d'avoir des contraintes d'horaire au collégial puis à l'universitaire pour favoriser la création d'équipes. Mais c'est tout le temps l'enjeu. Est-ce que le lieu de pratique est disponible puis à quel coût? Oui, c'est ça. Puis, tu sais, des fois, on entendait parler de telle équipe pourrait se joindre à telle ligue et tout ça. Comment que. Ben, tu sais, le meilleur exemple, c'est, mettons, BU, là, qui part, qui revient à la SEQ. Exact, des choses comme ça. Est-ce que c'est pareil dans tous les sports? Mettons qu'une équipe ou, mettons, certaines équipes veulent changer de ligue ou whatever. Comment ça se passe, ça? Ben, tu sais, dépendamment, là, on parle de différentes conférences universitaires. Fait que là, il y a des règles qui sont un peu différentes. Puis, tu sais, Bishop, je ne parlerai pas pour eux, mais quand ils ont quitté dans le temps, il y a une couple d'années, c'était question de bassin de joueurs pour aller jouer contre des universités de même bassin à peu près. Puis, ça a fonctionné, ils ont eu du succès, là. Là, ils décident de revenir. Est-ce que c'est des contraintes monétaires, financières? Peut-être. Je ne suis pas au courant du dossier, mais quand tu changes de ligue, il y a 2 équipes de hockey qui sont retournées dans la Ligue de l'Ontario. Probablement qu'il y avait des avantages et des intérêts communs à partager avec les autres membres
de leur conférence. Fait que oui, ça a un impact sur la Ligue de hockey féminine. Là. Ils vont être 4, éventuellement 6 avec le vert et or et le rouge et or qui vont s'ajouter. Mais ça demeure, est-ce que l'institution a les reins solides pour partir, puis les infrastructures? Puis après ça suit son cours. Tu peux pas intégrer des ligues un peu n'importe comment non plus. Il y a des processus, il y a des cadres de référence en D1, en D2, que ce soit au scolaire ou au collégial. Universitaire, pourquoi il n'y a pas d'autres universités qui joignent au football? Ben, c'est le financement. Trois-Rivières, je pense qu'il y aurait peut-être un beau bassin, puis ils ont un stade, puis ils ont des infrastructures. Mais après ça, est-ce que le bassin de joueurs locaux est suffisant pour les alimenter? Collégial, c'est la même chose. Là. Je veux bien partir à un sport, mais si j'ai juste 2 écoles secondaires dans ma cour, est-ce que c'est assez pour me fournir pour créer une nouvelle équipe? Il y a des cadres de référence qui demandent qu'il y ait entre 5 et 20 de ta clientèle qui viennent de ta région, que tu ne sois pas obligé de recruter à la grandeur du Québec. Mm-hmm. Fait que c'est tous ces enjeux-là. Puis chaque ligue a un cadre qui a été décidé par les membres des écoles qui participent ou les cégeps. Puis là, il y a des processus. Si je veux monter du D3 au D2, ben je peux pas faire du D3 au D1. Faut que je passe par le D2. Après ça, en D2, si je remplis le cahier de charge pour aller en D1, je peux faire une demande. Puis après ça, bon, il y a un comité qui comprend des membres de la direction collégiale, exemple, des responsables de sport, des responsables du RSEQ. Il y a des coachs. Puis là, ils analysent les demandes. Puis là, on dit, OK, il score assez de points pour passer dans tous les critères. Ben, on peut peut-être penser, mais là, est-ce que ça a un impact sur sa ligue? Est-ce que ça a un impact sur le recrutement régional? C'est toutes des choses qu'il faut tenir compte. Là. Mm-hmm. Tu sais, il y a des régions, avoir 2 équipes de Division 1 à Montréal, il y a assez de population. Amène-le à Sherbrooke ou amène-le à Trois-Rivières. Oh, c'est peut-être un enjeu là, après ça. Là. Fait que c'est ça qui est important de voir. Puis est-ce que ça va nuire ou permettre le développement d'un sport? Puis est-ce qu'on va permettre aux athlètes locaux de continuer à avoir accès à ça? Ou ça va être majoritairement 90% de l'équipe, ça va être du monde de l'extérieur. Ouais. Tu sais, à l'universitaire, cet enjeu-là, il est moins là parce que tu choisis un programme dans une université, tu vas choisir d'être recruté pour un sport X. Mais là, il y a beaucoup de mobilité. Au collégial, la mobilité, c'est moins là un petit peu. Parce que déjà là, les jeunes, ils vont préférer rester dans la famille. Mm-hmm. Partir, changer de région pour aller jouer au foot, au cégep, mettons, au basket, au volley, ça peut être des gros moves. Là. Effectivement. Un jeune de 17 ans qui part de chez eux, c'est tough. Mm-hmm. 100%. Ça, c'est une affaire en plus que... En fait, c'est que c'est le fun de démystifier ça, en fait, parce que c'est... Je savais pas à quel point vous pouviez avoir un impact, mettons, sur les décisions qui peuvent être prises, mais en fait, ce que je comprends en ce moment, c'est qu'il y a une logique derrière tout ça, tu sais. Oui, c'est pas assis sur le coin de la table, c'est j'aime ou j'aime pas. Ouais, c'est ça. Je t'aime pas, ben toi... Tu passeras jamais. Tu remplis-tu les critères? Exact. As-tu l'encadrement sportif, l'encadrement académique? As-tu les infrastructures? As-tu tout ce que ça demande pour pratiquer le sport? Mm-hmm. Oui, on t'évalue, on te score. Puis après ça, c'est oui ou c'est non. Là. C'est ça. Puis tu sais, ce que je comprends aussi, c'est que si il y a une affaire qui peut sembler bizarre, ou tu donnes l'exemple du hockey, c'est qu'il y a une explication derrière ça. C'est souvent l'explication, ben là, tu as parlé, c'est souvent c'est des installations, c'est l'accès à les contraintes d'horaire puis tout ça. Est-ce que vous avez un pouvoir d'aide là-dessus ou pas vraiment? Au niveau du RSEQ, c'est sûr qu'ils vont pouvoir tendre des perches, t'orienter, aller te dire, ben, avez-vous pensé à aller voir telle ressource ou ça s'est déjà fait dans tel milieu, appelle ton collègue de l'autre cégep ou de l'autre école, demande-y. Les gens, ils vont s'entraider. Là. Tu sais, c'est comme les coachs. En pleine saison, on s'aide pas, là. Mais hors saison, on va s'aider, on va échanger d'informations. Les responsables de sport ou directeurs sportifs, c'est un petit peu la même affaire. Puis j'ai avantage à ce qu'il y ait plus de sport possible dans ma région. Ça diminue les coûts. Ça diminue les transports, puis ça rend ça plus accessible à plus de monde possible. Mm-hmm. Fait que, tu sais, on a tous intérêt. Est-ce qu'après ça, les rivalités entre institutions sont là? Oui.
Ça fait partie, tu fais du sport, c'est sûr qu'il y a une rivalité. Mais tu sais, après ça, c'est d'être capable de doser. Ben, si je tue tout le sport dans une région ou une ville, en quoi je suis gagnant comme institution? Si je me ramasse tout seul, il va falloir que j'aille jouer à 2 heures de route. Ben, je suis regardé le prix des autobus à cette heure-là. Il y a des gens, là, oui, l'essence coûte cher, mais des fois, tu dis, il y a peut-être un peu d'abus. Mm-hmm. Le voyage d'autobus qui coûtait 800$, qui est rendu à 1 800$ pour aller à la même place, j'ai de la misère à comprendre des fois. Ben, si on est capable de développer des ligues de proximité, les ligues régionales, le D3, D4, c'est ça, c'est des ligues de proximité. Fait que ça aide à réduire les transports, ça a un impact direct sur le coût d'inscription du kit dans l'école secondaire. Quand je suis en D2 ou en D1, c'est des ligues provinciales. Je sais que si je m'inscris en D1, je vais avoir un bill de transport qui vient avec, peu importe le sport. Puis tu sais, je suis pas... Il n'y a personne qui va empêcher un milieu d'avoir une équipe. Mm-hmm. Après ça, dans quel niveau tu vas se situer? Il faut que tu fasses tes classes pour peut-être commencer en D3, gagner, puis là, on va peut-être te dire, ce serait peut-être le fun que tu cognes à la Ligue D2 pour voir, y a-tu de la place pour toi? Puis en D2, la même affaire. L'équipe qui gagne championnat par championnat, année après année, si tu as tout l'encadrement puis les infrastructures, pourquoi tu irais peut-être pas voir en D1 si tu n'as pas ta place? Mm-hmm. Parce que les niveaux de jeu, les ligues D1, D2, D3, D4, c'est pour que tu te regroupes par force ou niveau de compétition égal. Il n'y a personne qui apprend rien de bon à gagner ou perdre par 100 points. Exact. Le lundi matin, l'équipe qui a gagné par 100 points, c'est tough de les amener pratiquer parce que pourquoi on pratiquerait. Mm-hmm. Puis l'équipe qui s'est faite varloper par 100 points, ça ne nous donne rien, on est poche. C'est ça qu'ils se disent, les jeunes. Là. Effectivement. Fait que si j'ai un niveau de compétition adéquat, je devrais en gagner puis en perdre. Puis après ça, c'est quoi le travail, c'est quoi l'encadrement, c'est quoi le coaching qu'il y a dans le milieu. C'est ça qui va faire la différence, mais on se bat à armes égales. Mm-hmm. On va en parler un peu plus loin de comment ça fonctionne justement, les divisions, les ligues, les changements de ligues, les surclassements, les déclassements et tout ça. Mais avant d'embarquer là-dessus, on parle souvent du sport-études. Moi, j'ai fait partie d'un programme sport-études. Pour mettre en contexte, là, moi, j'avais 3 cours par jour. Mon école commençait à 11h25, puis à 3h30, mettons, j'avais fini l'école. 4h30, j'étais chez nous. Moi, là. 3 cours par jour. C'est le fun, ça permet de pratiquer notre sport et tout ça. Mais concrètement, est-ce que le sport-études, vous avez-tu un rapport là-dedans? Est-ce que vous avez un mot à dire? Ou ça, c'est l'école qui gère ça? Premièrement, il faut faire attention entre les concentrations sportives et les sports-études. Le RSEQ et les institutions scolaires n'ont pas de droit de regard sur les sports-études. Ça vient de chaque fédération qui a ses critères. Pour vrai? Oui. Parce que c'est reconnu par le ministère du loisir et du sport, puis c'est reconnu par la fédération d'un sport X. Puis eux, ils forment les critères. Exemple, en soccer, en région, soccer estrie ou sport-études au Triolet, il y a de la place, exemple, pour 15 gars, 15 filles en secondaire 1. Tu dois passer par le processus de sélection de la fédération, être identifié comme athlète, relève ou d'excellence. Puis là, après ça, tu as le droit d'être dans un sport-études. Puis là, tu payes les frais, tout ce qui va avec. Puis tu as aussi des concentrations, comme toi, tu parles football. Ouais. Il n'y a pas de sport-études football. C'est des concentrations associées au sport-études. Ça veut dire qu'ils adhèrent au même principe, mais ils ne sont pas reconnus par les fédérations. Fait qu'il y en a en basket, il y en a en football, que oui, les fédés s'en mêlent un petit peu, mais ils n'iront pas dire tu dois avoir tel volet ou tel développement technique, stratégique à l'intérieur de ton sport-études. Tandis que quand tu es dans un sport-études, un vrai, là, la fédération, il y a un cahier de charge, tu dois le respecter et tu es évalué. Mais ça dépend de chaque fédération. Ah, ouais. Tu sais, je prends l'exemple de football, mais un sport-études, parce qu'il y a un chiffre, là, ça prend de l'argent, ça prend du membership à l'intérieur de ton sport-études. Mais en football, il n'y a pas 50 jeunes qui sont reconnus excellence. Tu en as peut-être 50 au Québec quand ils font Team Québec U16 ou 18. Mais dans la région, exemple des cantons de l'Est, j'ai pas 50 gars qui sont tagués excellence. Il y en a peut-être 4, 5, 6, je ne sais pas les chiffres. Là. Mais ça, c'est des concentrations associées. Fait qu'ils adoptent le même processus, le même profil,
mais ils ne sont pas reconnus par aucune fédération. S'ils jouent en soccer, en basket, en volleyball, en biathlon, ben, eux autres sont reconnus par les fédérations provinciales, puis là, ils ont des standards, des critères pour être admis. C'est pas juste d'avoir la capacité de payer et d'avoir les notes. Ouais. Parce que dans un sport-études, on réduit le temps d'enseignement, mais pour ça, il faut que tu rencontres le critère académique, c'est 70% et plus souvent pour être admissible. Puis après ça, il faut que tu sois sélectionné par ta fédé comme un athlète de relève ou d'excellence. Fait que le RSEQ n'a rien à voir avec ça. Rien à voir. L'école peut faire une demande à la fédération pour être reconnue sport-études X, mais ça dépend. Est-ce que le milieu pense que c'est bon pour son milieu? Est-ce qu'il y a un bassin de clientèle potentiel? Puis, tu sais, les gens, ils ont tendance à mêler, ben le RSEQ, c'est eux autres qui gèrent ça. On n'a rien à voir. Le RSEQ régional, provincial, les sports-études, des fois, les athlètes n'ont même pas le droit de jouer dans les ligues scolaires. Ah ouais. Parce qu'ils sont de l'élite, fait qu'ils jouent avec Team Québec, ils jouent avec des équipes régionales, mais ils n'ont pas le droit de participer à certains sports scolaires régionaux à cause de ça, parce qu'ils sont trop forts, ça nuirait peut-être à leur développement aussi, puis au développement des autres. Ça doit être quelque chose qu'on voit moins. Ben, on doit voir plus ça dans d'autres sports. Là. Moi, personnellement, au foot, j'avais vu ça. Ça n'existe pas. Tu peux chercher, il y a plein de concentrations. Toutes les écoles D1, D2 ont des concentrations. Puis souvent, c'est plus simple pour la population générale de dire que c'est un sport-études, mais quand tu vas voir le détail, ben, c'est associé au sport-études. C'est une concentration. Ça veut dire que oui, on retire des cours de la formation académique, puis on les remplace par 1-2 heures, mettons, de hockey ou de soccer, de football. Mais ça, chaque fédération a ses critères. Chaque fédération a son plan de développement sportif. Puis le RSEQ, ben, comme je t'ai dit, des fois, il y a des athlètes au foot, les gars qui font Team Québec, U16, ben oui, ils vont être dans les équipes D1, D2, des fois D3, même dans du foot à 9, des fois. Là. Mm-hmm. Le kid, il est bon, mais il n'est pas reconnu à moins de faire Team Québec puis d'aller au championnat canadien comme l'élite. Si on parle ici d'élite et toutes ces affaires-là, est-ce que vous avez des critères d'évaluation sur, mettons, l'impact que ça peut avoir sur les étudiants athlètes pour, justement, l'organisation que vous faites lors des saisons et tout ça? Bien, ça, c'est évalué en fin de saison par les entraîneurs. C'est sûr que chaque responsable de sport dans une école, il doit faire aussi son post-mortem des saisons des différents sports qu'il offre. Est-ce que vous le demandez, ça? Ou c'est... Ça, c'est à discrétion un peu. Tu sais, en Ligue des 1, des 2, tu as un standard académique à atteindre, tu as un encadrement, que ce soit au secondaire ou collégial, de réussite. Puis, tu sais, c'est quoi les services que tu leur offres pour... Y a-tu des heures d'encadrement académique? Y a-tu un support académique qui est offert dans ton milieu? Ça peut entrer dans les critères après ça pour le cadre de référence pour avoir une promotion ou être relégué. Si tous tes étudiants dans un sport-études, pas un sport-études, mais une concentration, exemple, on va prendre le foot, tous tes étudiants sont en échec, il y en a 40% qui ont leur diplôme en secondaire 5, ben, c'est un critère de relégation. Ça veut dire que tu ne fais pas ta job comme institution. On parle d'étudiants athlètes, ça veut dire que tu dois diplômer du monde avant de les faire jouer dans un sport. Là. C'est des enjeux qui sont là et qui existent. Ça, c'est sûr qu'ils doivent exister. Puis, tu sais, je regarde au collégial, là, combien qu'il y a de gars qui jouent la première année collégiale. Oups, ils disparaissent à l'an 2 parce qu'ils ont poché à peu près tous les cours qu'il y avait. Ils sont plus éligibles. Puis après ça, en deuxième, troisième, des fois quatrième année, ben, tu as des normes de réussite. Puis si tu ne réussis pas un nombre de cours, ben, tu perds ton éligibilité pour jouer la saison suivante. C'est quand même majeur. Là. C'est extrêmement majeur. Il faut que tu sois sérieux à l'école, puis on est dans le sport et étudiant. Ça veut dire que l'école doit primer sur le sport. À un moment donné, c'est peut-être moins évident là, à certains niveaux, mais si tu ne diplômes pas, tu ne peux pas passer au niveau supérieur dans le sport étudiant. Exact. Si je suis pas au cégep, même si je suis le top dog dans un sport au Québec, au secondaire, mais que j'ai pas mon DES, mon diplôme d'études secondaires, je jouerai jamais au collégial. Puis si je joue pas au collégial, oui, je peux tricoter puis entrer comme adulte à l'université, mais là, tu as une limite d'âge. Fait tu sais, faut t'aider sur le marché du travail, tu peux tricher, tu peux te faufiler pour aller jouer, mettons, dans un sport universitaire.
C'est quoi le but? C'est quoi l'objectif que tu as quand tu joues? C'est ça, exact. Puis tu sais, tu vas à l'école pour avoir un diplôme, peu importe le diplôme. Puis c'est correct, là, que ce soit un DES, un DEP, c'est parfait. Un diplôme collégial général ou une technique, puis université, la même affaire, une maîtrise. Mais c'est peut-être pas là pour tout le monde. C'est peut-être pas le seuil, mais le sport, ça amène la motivation, peut-être à bien des gars, entre autres, de l'atteindre. 100%. La majorité des gars que j'ai parlé avec sur le podcast ou, tu sais, même que je rencontre dans la rue, whatever, quand on jase, souvent, la raison de pourquoi j'ai continué à jouer au foot, c'est parce que ça me garde à l'école. Oui. Pourquoi le sport nous garde dans nos cours. Puis, tu sais, en même temps, moi, je pense que c'est correct du fait de mettre des règlements sur le fait de rester accountable sur tes notes, ton école. Parce que oui, c'est important, tu sais. Moi, j'ai toujours fait de la facilité à l'école, tu sais. Fait que j'ai jamais connu le côté, tu sais, il faut que je sois hyper assidu dans mes affaires parce que sinon, je ne jouerais pas la saison prochaine, je ne serais pas éligible, tout ça. J'ai connu des gens qui ont eu cette réalité-là. C'est sûr que c'est très différent. Mais c'est vrai que le point positif du sport étudiant, c'est que justement, l'étudiant athlète, donc l'étudiant athlète, ça nous garde à l'école. Puis tu sais, la fois que tu parlais, il n'y a personne, là, en fait, quelle université va te prendre dans leur sport, à moins que c'est un sport qui est en développement ou à moins que tu aies couru toute ta vie, puis tout d'un coup, tu rentres à l'université, puis tu fais du cross-country, puis tu es meilleur que tout le monde. Mais même encore là, je sais même pas s'ils vont te prendre. Parce que comme... c'est une question d'éligibilité. Si je te prends, puis tu joues une saison, puis la saison d'après, tu peux plus jouer. C'est quoi le... Tu sais, il n'y a pas une institution scolaire, collégiale ou universitaire qui va investir du temps. Tu sais, c'est du temps, c'est des ressources, c'est de l'encadrement. Mm-hmm. Si je crois pas que tu es capable de l'atteindre, je vais te donner les moyens pour l'atteindre. Mais après ça, si tu ne mets pas en place par toi-même ce qu'il faut pour réussir, il n'y a personne qui va dépenser de l'argent en bout de ligne. Là. C'est de l'argent qu'on parle. Mm-hmm. Je peux mettre plein de ressources. Je peux mettre, moi, je fais l'encadrement académique avec les gars des volontaires. Là. À tous les lundis matins, de 8h30 à 12h30, j'ai ma gang d'abonnés qui sont obligés d'être là. On regarde ce qu'ils ont à faire, les organiser. Puis c'est pas des mauvais kids, là, mais il y en a qui sont... L'école, c'est pas la priorité. Et après ça, tu leur aides à s'organiser. À l'université au Varéor, il y avait la même affaire. Là. Le hall d'études, là, il y avait des gens pour leur aider à s'encadrer puis s'organiser. Puis, des fois, c'est juste t'as-tu réalisé que tu as 5 examens cette semaine quand est-ce que tu vas étudier? Parce que tu as des pratiques de foot, tu as du muscu, tu as de la course, tu as de la physio à aller faire, mais tu as des cours, puis là, oups, tu as des examens, tu as des travaux à remettre. Des fois, c'est juste un manque d'organisation. C'est pas nécessairement un manque de volonté ou de capacité. Exact. Puis, tu sais, je prends les kids qui changent de région, qui arrivent de Trois-Rivières, ils se débarquent en appart, ou qui arrivent de Terrebonne, puis ils se ramassent à Lennox, en résidence. Le champ party à 17 ans. Fait que ça se peut que ça accroche. Là. Ouais, exact, c'est sûr. Mais c'est intéressant que tu amènes ce point-là parce que il y a eu... En fait, c'est prouvé là, que, tu sais, mettre des study halls, je sais pas comment on dit, mais tu sais, des périodes académiques. Exact, des périodes académiques, ça aide les gars à graduer. J'avais Brad Collinson qui est venu sur le podcast, ancien entraîneur-chef de Concordia. T'sais, lui, il me l'a dit que quand il est arrivé, c'est la première chose qu'ils ont fait. Parce que les gars graduaient pas. Puis tu vois, aujourd'hui, il y a plus de 80% de l'équipe qui gradue, puis ça va bien. Les gars, ils ont une bonne moyenne à l'école. Fait que c'est bon, de le faire. Moi, je peux dire un affaire là-dessus, c'est allez-y au moins. Moi, je faisais partie des mauvais qui allaient pas, mais je coulais pas mes cours, par contre. C'est pas des mauvais qui viennent pas. T'sais, moi, je l'ai. Au volontaire, on a un code de couleur, les rouges, les jaunes, les verts. Les rouges, eux autres, ils ont l'obligation de se pointer 2 fois par semaine, 4 heures. C'est le minimum qu'on leur demande pour s'organiser, faire leurs travaux, puis être sûr qu'ils le font. Là. Puis ça te bloque à un moment. Les jaunes, ils viennent une fois de temps en temps, puis j'ai des verts, là.
Le gars, il sortait de la muscu à 6 heures le matin. Au lieu de retourner chez eux, il venait s'asseoir puis il faisait des travaux. Là. Uh-huh. C'est juste question, pourquoi il réussit partout? Il a peut-être plus de facilité, il est peut-être plus organisé, il est peut-être plus mature aussi. Mm-hmm. Puis c'est peut-être plus clair pour lui qu'est-ce qu'il veut faire. Il veut-tu aller à l'université? Il veut-tu juste terminer sa technique puis travailler? C'est good, là. Mais tu sais, il faut fournir des moyens. Puis le sport étudiant, c'est le moyen, c'est un levier pour, entre autres avec les gars, puis moi je l'ai vécu pendant 30 ans dans mon milieu scolaire. Milieu défavorisé, pas facile, que des fois multiethnique, le kid, c'est sa 5e langue qu'il apprend quand il est chez vous, là. Ça se peut que ça soit tough, l'école, pour lui en français, là. Ben, tu sais, on lui donnait des temps d'études, des périodes d'études. Des fois, il venait pas pratiquer parce qu'il fallait qu'il... T'avais un local qui était ouvert, puis tu fais tes devoirs, puis je reviens puncher à la fin de la pratique, voir si t'as avancé ce que t'avais à faire. Mm-hmm. Puis ces jeunes-là, ils ont des diplômes maintenant, puis ils réussissent très bien leur vie, là. Puis tu sais, le sport étudiant, ça amène ça. Si tu veux faire du sport, tu dois être à l'école. Peu importe qu'il soit scolaire, ou collégial ou universitaire. Mm-hmm. Fait il n'y a aucune autre organisation qui peut offrir ça. C'est ça. Tu sais, le sport civil, là, j'ai rien contre, là, mais leur préoccupation de l'école, ça fait pas partie de leur force puis de leur créneau. C'est du sport civil. Que j'aille dans n'importe quelle école, que je me regroupe pour jouer pour une ville ou un quartier, c'est ça leur mandat, puis c'est correct. Mais le sport scolaire, tu es dans une école, tu n'as pas le choix d'être à l'école, puis il faut que tu sois présent en classe. Effectivement. Il faut que tu réussisses, puis après ça, ben, on s'est donné des cadres dans les différentes ligues où tu as des seuils de réussite, tu as des critères pour demeurer éligible l'année d'après aussi, là. Mm-hmm. Sinon, ça serait facile de dire je fais un deck en football ou un bac en football, mais que je sors, j'ai pas de diplôme, j'ai rien. Ça donne quoi? À la société, ça donne rien, là, finalement. Effectivement, que dans la société, ça donne rien. Puis même pour toi. Tu sais, je parle. Ben. C'est à moins que tu aies vraiment un gros plan devant toi, mais c'est sûr qu'au moins. Le gros plan, souvent, c'est tout le monde va jouer dans la Ligue nationale, tout le monde va jouer dans la CFL, dans la NFL. C'est moins de 1% des joueurs de hockey au Québec qui se ramassent du junior majeur, puis après ça, on vient épurer encore pour la Ligue nationale. Le football, c'est la même affaire, là. T'en connais combien de gars qui ont joué pro? Pas tant, là. C'est ça. C'est 1 sur 1000, sur 10 000. Je ne sais pas c'est quoi la stat, mais c'est pas beaucoup, là. Puis ils vont jouer. Je parlais avec quelqu'un ce matin, là. Moyenne de carrière dans CFL, c'est entre 3 et 5 ans, là. Tu sais, t'as Gauche, là, que lui, c'est une exception, là. Il commence sa 10e année, là. Mais le gars, il travaille à temps plein juste pour jouer au foot. Oui, c'est ça. C'est une exception. Puis t'en as d'autres qui vont jouer 3 ans, merci. Ils ont joué universitaire, ils ont joué pro. Après ça, ils tombent sur le vrai job. Leur vrai job, c'est le diplôme qu'ils ont eu, là. Mm-hmm. Ben, c'est ça, exact. C'est ça. Je suis curieux. Tu sais, on parle souvent de... Je sais pas à quel point mon exemple va être bonne, mais tu sais, la personne la plus importante dans une entreprise, une organisation, on va dire que c'est le client. Dans notre cas, le client, nous, c'est les institutions, comme tu disais. Donc, je ne sais pas à quel point ma question ou mon exemple est bonne, mais j'ai envie de parler des étudiants athlètes. Est-ce que les étudiants athlètes ont une voix à travers le système? Oui. Parce que, tu sais, le client pour le RSEQ, c'est l'institution, c'est l'école, c'est le cégep, l'université. Mais pour l'institution, sa clientèle, c'est qui? C'est l'étudiant athlète, c'est le jeune qui fréquente son institution. Là, on le voit beaucoup dans le magasinage des écoles secondaires, là. Les parents, là, ils posent pas beaucoup de questions sur comment on enseigne le français, l'anglais, les maths, n'importe où d'habitude, là. Ils vont poser des questions, c'est quoi les voyages, c'est quoi les sports, c'est quoi l'encadrement. C'est pas mal ça là, qui revient pour en avoir fait plein, là. Puis peu importe qu'il soit une école privée ou publique ou à Sherbrooke, c'est à Côte-Nord, c'est sûr que si t'es la seule école secondaire dans ton coin, je prends l'exemple de Lac-Mégantic, t'as une polyvalente pour la région. Ben, la décision de changer d'école, ça veut dire changer de région, changer de ville. Mais à Sherbrooke, là, tu as 4 écoles publiques, tu as des écoles privées, tu peux aller à l'extérieur. Montréal, tu sais, c'est la même rue, tu as 3 écoles secondaires privées des fois, là. Fait que je peux magasiner, là. Ben, tu sais, le client de l'institution, il va orienter les décisions de l'institution généralement, là. Si je n'offre pas un service et que tout le monde me le demande,
ben, à un moment donné, cette clientèle-là ne vient pas chez nous. Fait que là, j'ai le choix comme institution de faire des moves, de dire, ben, on me demande tout le temps telle activité. C'est possible dans mon milieu, je vais l'organiser. C'est pas possible, ben, non, excusez, on ne l'offre pas chez nous parce que c'est pas réaliste. Pour toutes sortes de raisons qui sont bonnes. Là. Mais le client, l'athlète, il y a un impact. Tu sais, il y a plein. Je repense à Alexandre qui est venu te voir il n'y a pas longtemps. Ben, il y a des filles qui ont décidé qu'ils voulaient jouer au flag universitaire. Ils ont été voir leur institution, ils ont été voir leur directeur sportif, puis ils ont fait de la pression. Ils ont fait un processus que je trouve intéressant, c'est que c'est parti des jeunes qui voulaient faire un sport. Ils ont passé par la bonne ligne. Ils n'ont pas été dans les médias puis crié on veut ça, puis ils nous disent non. Là. Ils ont mis en place un plan de développement, puis ils ont fait la preuve que c'était viable. Puis ils ont été des clubs avant d'être des équipes reconnues. Puis ça a fonctionné, puis ça fonctionne dans plein d'autres activités, plein d'autres sports, que ce soit au niveau secondaire, c'est moins, mais collégial, c'est un petit peu le même principe aussi. Là. Puis tu sais, il y a tout le temps l'enjeu, est-ce qu'on a les ressources, les plateaux, puis financièrement, est-ce que c'est viable? Exactement. Il n'y a pas un cégep qui va construire un aréna pour faire du hockey. Là. Ça, c'est sûr. S'il y a un aréna sur leur campus, là, go! Ça se peut que j'ai de la demande pour avoir du hockey, puis c'est parfait. Puis après ça, j'ai-tu un bassin, ça va être viable? Good. Fait que, tu sais, dans le fond, la voix de l'étudiant va l'avoir... En fait, amenez vos commentaires, amenez vos suggestions à votre institution, à vos gens, votre directeur sportif. Les directeurs sportifs, les parents, ils peuvent passer par le conseil d'établissement. Ça sert à rien de sortir dans les médias et de crier. Ou d'appeler la RSEQ. Appeler au bureau provincial, dire mon enfant est brimé. Oui, mais est-ce que vous avez parlé à votre école? Non. OK. Vous faites le choix d'aller dans une école X. Il n'offre pas le sport que vous voulez jouer, mais vous voulez aller dans l'école X, pareil, même si ça ne rencontre pas tous vos besoins. Ben, il y a peut-être la possibilité de changer d'école. Ça se peut que ça soit possible ou pas possible. Mais après ça, c'est un contexte. Là. Exact. Puis, tu sais, si j'ai du monde qui me demande pour faire une activité dans l'école, puis que je vois qu'il y a un engouement, puis que je peux partir pour une activité intramurale le midi ou à 4 heures pour le fun, pour voir. Puis, hey, je n'ai 50 qui sont là tout le temps pour faire un sport. Peut-être que j'ai le bassin, puis j'ai ce qu'il faut pour partir à un nouveau programme sportif. Parlons des divisions. Je sais que, écoute, j'ai eu tellement de commentaires, de gens qui m'ont écrit pour te poser des questions là-dessus. Mais avant d'embarquer dans toute l'histoire de comment ça fonctionne, c'est quoi les divisions, puis pourquoi qu'on parle pas de nous, sur le podcast, j'ai eu la chance de recevoir Maxime Sommer, coach en chef des Griffons du Cégep de l'Outaouais. Dans son cas, l'équipe a connu je sais pas c'est quoi le vrai terme. Moi, je l'ai appelé un déclassement. Donc, une démotion. Une démotion de Division 1 à Division 2 à Division 3. Et il m'a expliqué un peu comment que lui, il avait vécu en tant qu'athlète. Exact. Athlète, coach. Mais après avoir parlé avec des chums, des gars qui jouent, c'est le fun. Ben, personne ne comprend comment ça marche. Puis, moi, la seule version que j'avais, c'est comment que lui, il l'avait vécu. Il m'a dit, j'avais une semaine pour me préparer, puis c'était à peu près ça. Fait comment ça fonctionne, l'histoire? Commençons, je pense que le plus simple, ça va être vraiment le surclassement. Donc, comment se passe un surclassement? Ben, que ce soit la promotion ou la relégation, ça passe par le cadre de référence de la Ligue. Peu importe le sport que tu as. Si tu es en D1, D2, D3, ça s'applique plus, je te dirais, au niveau collégial, puis pas universitaire, parce qu'il n'y a pas de D3 vraiment. Là. Il y a des sports qui sont en développement, qui ont du D1, D2, ça va. Collégial, c'est plus là qu'il y a ça, puis des ligues provinciales, scolaires, D1, D2. Tu as un cahier de charge en termes d'encadrement sportif, d'encadrement académique, d'infrastructure. C'est quoi l'encadrement? Tes coordonnateurs, t'en as-tu? T'as-tu des coachs? T'sais? Je veux bien être en D1 en football, mais j'ai juste 5 coachs. Ça ne marchera pas. Tu sais, je regarde au volontaire, on est 20. Là. Wow! OK? Puis là-dedans, tu as plein de gars qui ont joué pro, qui jouent pro, puis il y a des gars qui ont coaché universitaire, qui ont joué universitaire. Mais, tu sais, c'est tout ça qui rentre dans les critères. Puis là, après ça, dans l'évaluation d'une candidature, c'est des cycles de 2 ans.
Puis là, tu es évalué en termes de résultats, de victoire ou de défaite en saison, puis de victoire ou de défaite en play-off. Fait que l'équipe qui est 0-9 pendant 2 ans, là, il va être appelé à se présenter au comité de ligue pour voir, explique-nous, là, tu t'en vas où? Êtes-vous 0-9 l'an prochain ou pensez-vous que vous allez gagner des matchs? C'est quoi votre développement? C'est quoi que vous avez mis en place pour améliorer votre situation? Puis, tu sais, au cégep, ben, ça passe par le recrutement beaucoup, puis la stabilité du coaching. Fait que c'est beaucoup là-dedans. Puis là, c'est pour la promotion, c'est toi qui décides si tu présentes ta candidature ou pas comme institution. La relégation, bien ça, c'est la Ligue qui fait l'analyse de ton dossier. Puis là, après ça, tu vas être présenté dans le comité de Ligue pour te défendre. Autant pour rester dans un niveau que pour pouvoir graduer dans le niveau supérieur. Puis tu n'as pas le choix de passer du D3 au D2 au D1. Là, tu ne peux pas sauter. Là. Ça n'existe pas, ça. Fait que c'est ça. Puis, tu sais, il y a des histoires, des belles réussites. Tu sais, les Griffons, ben oui, ils ont eu de la difficulté, ils ont été relégués, mais là, ils ont fait la finale puis ils ont gagné cette année. La Beauce, ils ont été dans le D1, ça a descendu dans le D2, ils ont été relégués en D3, ça a été coup ça, ils ont gagné 2-3 bols d'or, ils sont revenus en D2 puis ils sont hyper compétitifs. Là. Fait que le but des niveaux de jeu, c'est d'avoir des équipes classées à bonne place dans un bon niveau de compétition. Est-ce que tout le monde aspire à monter? Peut-être, oui. C'est peut-être des philosophies ou peut-être des programmes qui vont dire, nous, on est dans le bon niveau avec notre clientèle, notre réalité, puis on va rester là. Puis c'est sûr que c'est une guerre d'étiquette. Quand je recrute au secondaire ou quand les écoles secondaires recrutent, ben je suis D1, je suis D2. C'est plus vendeur pour certains que de dire je suis en D3 ou en D4. Tu foutes à 9, tu foutes à 12. Mais tu sais, collégial, c'est la même affaire. Tu rencontres le head coach, il va te rencontrer dans une équipe D1. Veux pas, les jeunes, il y a un petit challenge de dire hey, je me fais courtiser par une équipe de D1 ou une équipe de D2. C'est peut-être plus vendeur que de dire l'équipe D3. Là, après ça, tu sais, il y a des camps, il y a des camps de détection, il y a des invitations, il y a des visites. Puis là, tu te fais une idée. Puis tu sais, moi, ce que je disais tout le temps aux joueurs, c'est hey, tu veux faire quoi au cégep? Ton programme, il s'offre-tu dans le cégep qui veut te recruter? Oui, non. Ben, tu as une partie de ta réponse. As-tu de l'argent pour partir de chez tes parents pour aller en appart ou en résidence à l'extérieur? As-tu de l'autonomie? Tu sais, à 17 ans, c'est pas tout le monde qui est capable de se faire à manger, faire son lavage, gérer l'école, puis gérer tout ce qui vient avec une vie d'adulte. Là. C'est un gros step. Là. C'est un gros step, effectivement. As-tu la maturité pour le faire? Non. Fait que, tu sais, dans le processus de recrutement, il y a ça, mais dans le processus de relégation, de promotion, c'est tout ça aussi. Tu sais, on entend des équipes qui disent « Ah, nous autres, on va monter, on va monter. » OK, t'as-tu regardé le cahier de charge? T'as-tu regardé qu'est-ce que ça prend pour passer au niveau supérieur? T'as les victoires, t'as le bassin, t'as l'encadrement sportif. Good. Ah, j'ai pas d'estrade, j'ai pas de terrain. Parce qu'il y a des ligues, entre autres au foot, ça prend un terrain synthétique. Ah, j'en ai pas. Ben... Tu peux-tu l'en louer un? As-tu accès à un autre? Avez-vous un projet d'implantation d'un terrain synthétique? On parle de 2-3 millions. Là. C'est ça, c'est pas rien. Fait que j'ai pas d'estrade, OK. On va mettre des chaises. Non, c'est pas sérieux, là, quelque part. Fait qu'il y a tous ces processus-là. Puis c'est tout clairement, tu peux aller sur Google, IA va te le sortir. C'est quoi le cahier de charge dans tel sport, telle ligue, tel niveau. C'est public. Tout est public? Tout est public. Il faut juste prendre le temps de faire les recherches. Oui, puis après ça, je peux souhaiter quelque chose. Est-ce que c'est réaliste? C'est ça. Est-ce que je suis prêt comme institution à investir? Tu sais, ça ne te cachera pas. Là. Collégial, même au secondaire, ça prend des coachs à temps plein si tu veux être en D1, D2. C'est-tu des profs de ton école? C'est-tu de l'externe? C'est-tu une concentration associée à ton école qui gère le salaire des entraîneurs? Tout ça, ça se peut. Mais est-ce que c'est réaliste? Puis ça va-tu durer dans le temps ou c'est juste un trip d'un individu pour une couple d'années? Ce que je comprends depuis le début, en fait, c'est que tout est pensé pour développer le sport étudiant au Québec, en fait. Oui, puis tu sais, le sport global. Oui, c'est ça. C'est pas juste mon institution, mon jeune, mon athlète dans mon école. Comment je peux l'amener là? C'est oui, mais ça prend
de l'infrastructure, ça te prend du monde, ça te prend de l'encadrement, tu as tout ça. Je peux vouloir le faire, mais je ne suis pas prêt à investir comme institution 300-400 000 partir une équipe de foot. Je suis prêt, je veux partir du hockey, je suis prêt à mettre un 15-20 000 de location d'aréna, puis là, je dis un chiffre comme ça, là, j'ai aucune idée. 150 $ de l'heure, la glace, là, à peu près. J'ai-tu l'argent pour ça? Là? C'est intéressant que tu m'amènes des points comme ça, parce que je le voyais pas de même, pas en tout. Ça, c'est le côté gestionnaire de sport. Ouais, exact, c'est ça. C'est l'athlète puis le coach, des fois, ils ne voient pas ce bout-là. C'est ça, c'est le côté beaucoup plus gestionnaire du sport, mais je trouve ça tellement le fun d'en parler. Moi, honnêtement, j'adore ça. Moi, ce côté-là, j'aime ça. C'est ce que je me... mes projets, tout ça, c'est ça que je veux faire. Moi, je veux gérer les affaires, tout ça. Fait que c'est pour ça que j'aime ça qu'on en parle de ça. Puis maintenant que je vois où est-ce que vous allez avec ça, ben je le comprends mieux. Mais la question qui me vient en tête, c'est est-ce que tu penses que c'est bien fait? Par qui? Les institutions ou le RSEQ provincial ou régional? La RSEQ. Le RSEQ, il va répondre aux demandes et aux besoins des membres. Fait que, tu sais, les cadres de référence que je te parle depuis tantôt des différentes lignes, différents sports, c'est pas le RSEQ qui c'est. Tu sais, le RSEQ, c'est des gens, là. C'est l'organisme. Des cordeaux, des directions générales, des adjoints. Ouais. Ils sont pas assis. Premièrement, des fois, c'est pas des spécialistes nécessairement dans tous les sports, mais ils coordonnent une ligue. C'est sûr qu'ils développent l'expertise, ça fait partie de leur quotidien. Uh-huh. Mais tu sais, après ça, ça a été rempli par des comités de ligue, par des institutions, des directeurs de sport, des coachs qui ont dit, bon, voici le standard. Même des fois, les fédérations, ils s'en mêlent de ça en D1, D2. Les fédérations, ils viennent s'en mêler un petit peu. Ils viennent suggérer des choses, même des fois imposer certains standards. Parce que ça devient la base pour aller à l'élite, là. Mm-hmm. Fait que, tu sais, c'est bien fait, moi, je pense. Est-ce que c'est des processus qui sont en changement constant? Oui. Ce qui était bon il y a 10 ans, il est peut-être plus bon aujourd'hui, puis on s'en va vers quoi dans 10 ans? Bien, c'est là qu'il faut avoir une vision, puis comprendre aussi comment ça fonctionne. Puis le coach d'une école ou d'un cégep, d'une université, peut avoir des super idées. Est-ce que c'est applicable à la masse? Je veux avoir 6 prises de vue de caméra vidéo pour un match. C'est quoi les coûts? C'est quoi les ressources humaines? Ça va être quoi l'objectif? Ça peut être super le fun pour moi, là. Mais est-ce que c'est réaliste pour tout le monde dans la même ligue? Tu sais? Mm-hmm. Là, on va avoir Huddle avec le IA, là, qui va analyser là, les statistiques, puis tu vas rentrer en tout cas un processus, là, puis il va faire ton analyse statistique. C'est trippant, là. Mais si ça coûte 2000 $ de plus pour avoir ton compte Huddle, ben c'est 2000 que je refile à mon équipe, là. C'est ça. Puis tu sais, des fois, dans ces décisions-là, ben... Quand c'est une gang de coachs qui décident de quoi, ils n'ont peut-être pas en tête le coût financier que ça implique. Mm-hmm. Soit un directeur d'école, moi, je me souviens d'avoir eu des rencontres des fois avec des directions d'école, dire, ben, tu savais-tu que ton coach a décidé qu'il voulait avoir telle affaire ou ils ont voté pour que ça passe, puis là, tu vois le directeur d'école qui te regarde, qui vient blême, là, qui là, il fait le calcul. Lui, mettons, j'ai 10 athlètes, tu me dis que ça me coûte 2000 $ de plus, ça veut dire 200 $ de plus, il faut que je charge aux parents. C'est qui va avoir l'interface là, avec le parent? C'est la direction d'école, là. Pas nécessairement le coach. Fait que, tu sais, il y a des décisions qui se prennent des fois que ça serait peut-être le fun qu'il y ait plus de direction, de délégués sportifs qui soient assis autour de la table avec les coachs pour dire, oh, votre monde de licorne, là, c'est super, là, mais ça a un coût. Est-ce que c'est viable? Mm-hmm. Encore sur le développement sportif, une question qui me revenait souvent, c'est l'exode aux États-Unis de nos athlètes. Comment améliorer notre offre de service pour rivaliser contre l'exode qu'on voit chez nos athlètes vers les États-Unis? Là, la saveur du jour, c'est l'exode aux États-Unis. Mm-hmm. À un moment donné, c'est l'exode en Ontario. À un moment donné, c'est l'exode d'un programme D3, D4 vers un programme D2, D1. Peu importe le sport. Il y en a toujours eu. Là, ça, c'est mon opinion personnelle. Ouais. Ça engage juste moi, fait que les haters, ça sera juste moi. Ça s'est toujours fait. Sauf que là, c'est rendu très...
c'est de plus en plus commun. Tu sais, je regarde, il y a un joueur du Phoenix, là, au junior, qui s'en va dans NCAA au lieu de rester. Là. Tu perds tes meilleurs éléments, c'est pas super bon pour le développement de ton sport dans ta province, ton pays. Ça, j'en conclus. Qu'est-ce que je peux faire? Ben, premièrement, c'est de travailler sur mes processus à l'interne. Qu'est-ce que je peux offrir de plus? Comment je peux le faire? Puis, est-ce que c'est réaliste? Est-ce que j'ai les ressources? C'est tout le temps l'argent, ressources humaines. Le sport au Québec, là, Argent, ressources humaines. Argent, ressources humaines, là, j'ai-tu des coachs? J'ai-tu de l'argent pour payer des coachs? Puis, tu sais, on s'en va. C'était avec Max Lépiné que tu parlais. Est-ce qu'on a plein de coachs à temps plein? Est-ce qu'on est capable de lui donner un salaire qui a du sens? Là? Tu sais, un coach de foot qui gagne 40 000 pour son année, mettons, il travaille 100 heures par semaine pendant 8-10 mois. Là. C'est-tu réaliste que je vais le garder longtemps? Ben, peut-être pas. Mm-hmm. Mais tu sais, puis une des affaires que je trouve drôle, qui est pas drôle, c'est que l'institution qui perd un athlète, mettons, tu sais, on est tous pris en sandwich. Là. Scolaire avec le collégial avec l'universitaire. L'universitaire, quand il voit ses meilleurs athlètes potentiels quitter pour l'NCAA, il est fâché parce que c'est un bon athlète qui vient pas chez eux. Mais en même temps, tu te retournes de bord. L'autre institution qui a envoyé un joueur d'un prep school américain ou en NCAA, il fait un post, puis, tu sais, il se valorise quasiment, puis il exprime que c'est une réussite pour eux. Oui. Ça veut dire que tu fais de quoi de bon chez vous? Mm-hmm. Si la ligue plus haute, plus forte vient chercher. Mais en même temps, on est dessus. Tu sais, si tu l'offres la poule, je les amène à un exposure puis que j'en fais comme une marque de commerce dans mon institution. Mais après ça, l'autre institution de niveau supérieur me le reproche parce qu'il ne l'a pas chez nous. Mm-hmm. J'ai de la misère à me positionner là-dessus. Mais il y en a qui c'est rendu leur branding, de dire autant au scolaire qu'au collégial, de dire, ben viens jouer chez nous, je vais t'amener faire des visites à NCAA, Prep School, on va essayer de faire des contacts. C'est-tu bon, c'est pas bon? Est-ce que ça va tuer le sport à long terme? Je ne sais pas. Est-ce que ça va faire baisser le niveau? Peut-être, par contre. Si mes meilleurs athlètes quittent pour aller d'un réseau plus fort. Mais comme je te dis, ça a toujours existé. C'est juste que là, on est rendu collégial universitaire, puis secondaire à collégial. Où c'est plus médiatisé aussi, là? Ben, les médias sociaux, ça a changé la game, là. Ça, c'est sûr. Le kid qui jouait dans le fin fond de l'Est du Québec, là, qu'on voyait pas, mais que là, sur Instagram, Snapchat, j'ai ces highlights. Ben, il y a quelqu'un, à quelque part, que c'est sa job d'aller chercher ces gars-là. Là. Mm-hmm. Fait que, tu sais, l'exode, on va pouvoir le travailler si chacun travaille à s'améliorer. Puis quand tu passes dans des ligues D3, D2, D1, ben, tu augmentes le step, tu augmentes la qualité, tu augmentes tout ton coaching staff, ton encadrement. Puis il faut que tu vendes ton produit. Exact. Mais c'est... Écoute, j'aurais pas pu mieux dire pour vrai. Puis tu sais, ce que je comprends, c'est que tu sais, les ligues là-dedans n'ont pas vraiment d'impact. Ça, c'est les institutions en elles-mêmes. Entre elles-mêmes. Les ligues, ça va être... Les institutions vont décider les cadres pour les ligues. Puis si on augmente les standards pour rester en D1 ou en D2, ben veut pas, ça va augmenter le standard de tout le monde. Exactement. Puis, tu sais, moi, je pense que ça va passer beaucoup par la visibilité. Là. À ce temps, ça ne le cachera pas. Là. Les jeunes, ce qu'ils veulent, c'est de la visibilité, c'est du flash. À un moment donné, au secondaire, l'équipe qui avait des nouveaux casques, des nouveaux chandails, là, c'était à la saveur du jour. Là. Mais ils n'avaient pas changé là, ce qu'ils faisaient. Là. Ils avaient changé leur couleur. Mm-hmm. Puis là, oups, ça avait un attrait. Fait que là, ça s'est mis... Tout le monde s'est mis à renouveler puis à mettre de l'argent là-dedans. Uh-huh. J'ai demandé j'ai demandé sur mes réseaux de te poser des questions à la RSEQ. L'affaire qui est le fun, justement, je faisais le tri un peu dans mes questions. Il y en a plusieurs qui ont été répondues depuis le début de l'émission. Mais il m'en reste 3 qui n'ont pas été encore répondues. Écoute, pas obligé d'avoir des... en fait, comme tu fais depuis le début, réponse honnête le plus possible. Puis, c'est pas obligé d'être des réponses trop élaborées. J'ai 3 questions de 3 personnes qui écoutent le podcast. La première, c'est pour les formations RSEQ.
Est-ce que vous en faites? Est-ce qu'il y aurait des formations pour les sports amateurs, pour les coachs, choses comme ça? C'est une question qui m'a été demandée. La réponse. Le RSEQ n'est pas mandataire d'offrir des formations. C'est chaque fédération sportive qui a le mandat par le gouvernement d'offrir la formation, puis ça peut passer par Sport Canada, puis là, ça descend, Sport Québec et compagnie. Le RSEQ, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il va faciliter. Exemple, j'ai une région, on veut former des coachs de basket. Ben, les cantons de l'Est, on le fait depuis 2-3 ans. On appelle la fédé de basket, exemple, on dit telle date, on a 20 personnes qui voudraient faire la formation. Êtes-vous disponible? Vous déplacez à Sherbrooke l'offrir. Ça, on va faciliter. Développement, canton de l'Est, là, on a été un gros leader dans la formation des entraîneurs, formation des arbitres. Parce qu'à un moment donné, c'était notre besoin. Tu as plus de joueurs pour plus d'équipes dans plein de sports, mais tu n'as pas de coach, tu n'as pas d'arbitre. Tu sais, on chiale bien après les arbitres, mais s'ils ne sont pas là, il n'y a pas de game. Exact. Tu sais, mais c'est le mandat des fédérations, la formation des entraîneurs et des arbitres. Le RSEQ, après ça, on va juste faciliter, on va juste tendre des perches à des fédés, dire regarde, j'ai 25 coachs qui seraient prêts telle date, es-tu dispo? Tu viens-tu? Tu nous fais-tu un prix? Puis même, on est allé en région, le canton de l'Est, on a eu du financement des unions régionales des loisirs pour aider à payer la formation. Nice. Fait qu'un coach de Sherbrooke qui pouvait faire sa formation dans un sport, ça ne coûtait rien. Alors que normalement, ça coûte 150, 200, 300 $, dépendamment du sport et de la fédé. Qu'est-ce qui se passe avec les changements de la CFL, avec la RSEQ, les terrains? Ça, j'ai pas la date exacte du changement de position des poteaux de but, là. Mais tu as des universités qui partagent le terrain avec une équipe pro. Tu sais, à Montréal, les Alouettes, c'est McGill, là. Je sais pas combien ça coûte de changer un poteau, puis on va-tu le changer à chaque game, là? J'ai des doutes. J'imagine qu'au niveau de l'U-Sport, la Fédération de sport canadienne, il y a des discussions parce que on parle, je pense qu'il y a 5 universités canadiennes qui partagent le terrain avec une équipe pro, là. Ben, tu peux pas avoir 2 poteaux, tu peux pas avoir 2 terrains. Il va falloir qu'il y ait des discussions. Est-ce que ça va avoir un impact dans les équipes universitaires, collégiales puis scolaires éventuellement? Peut-être, mais je pense que ça va être à du moyen-long terme. Dernière question. Comment la RSEQ va favoriser l'engagement dans plusieurs sports? C'est une bonne question. Ça dépend beaucoup, je pense, des institutions, encore une fois, puis de la volonté que tu as d'avoir une approche multisport. Moi, j'ai été un coach multisport. J'ai coaché du handball, du foot, de l'athlétisme, du soccer. Est-ce que de faire une spécialisation en jeune âge d'un athlète, c'est bon? Ben non, on le sait tout. Le DLTA prouve le contraire, puis il y a plein de pays dans le monde que c'est autrement. Un modèle que je trouve peut-être intéressant, c'est des saisons un peu comme aux États-Unis. Tu as des blocs de sport d'automne, d'hiver, printemps, d'été, où tes athlètes doivent choisir un sport selon le bloc. C'est une option qui peut être viable? Peut-être. Est-ce que c'est bon pour le développement sportif? C'est sûr. Il y a plein d'athlètes, si on parle de foot, qui se sont développés tard, là. Ils n'ont pas commencé à jouer à 8 ans, puis ils ont joué pro pareil, là. Ils ont commencé des fois même à l'université, là. Un athlète qui est bon multisport, ben, il y a le risque de blessure qui diminue beaucoup parce qu'il ne sollicite jamais tout le temps les mêmes articulations. Puis les habiletés sportives que tu développes, ben, ils vont juste être transférables d'un sport à l'autre, là. Tu sais, le plus drôle, là, mais un joueur de soccer demande de lancer un ballon ou de lancer une balle de tennis ou il y en a une couple, les mains, là, ils n'ont jamais joué avec les mains. Fait que tu fais comme, oui, c'est des bons joueurs de soccer, mais est-ce que c'est un bon athlète? Non. Ouais, ben c'est vrai, c'est sûr. C'est sûr. Tu sais, le joueur de hockey qui passe 12 mois par année sur la glace, demande-lui de jouer au basket ou de jouer au soccer, ça va peut-être être tough pour lui, là. Parce qu'il est habitué des patins, des virages, se laisser glisser. Il n'est pas dans la transition. Il n'est pas en train de courir là, sur un terrain de foot ou de soccer pour rejoindre le ballon, là. Fait que, tu sais, peut-être que de favoriser des blocs sportifs, peut-être d'en venir à des règles où on dit qu'il faut que tu fasses au moins 2 sports dans ta saison. Mais là,
il y a tout le monopole des fédés, des parents aussi, Mhm. qu'ils voient leurs jeunes jouer dans la Ligue nationale, mais qu'ils est Pee-Wee 2A. Là. Ouais, ça, c'est un sujet. C'est un sujet touché, mais Ouais, tu sais, exact. C'est un mais autre- tous les coachs, les entraîneurs, on a tout accès au DLTA, on a tout eu les gars qui sont kin ou profs d'éduc, on a tout eu accès à de la formation là-dessus, puis c'est Mhm. documenté, c'est scientifique. Plus tu développes une spécification dans un sport en âge précoce, ben c'est pas bon à long terme, entre autres pour la persévérance dans le Ouais. sport. Tu as plein de jeunes qui abandonnent. Combien que de monde que tu connais qui ont fait des sports-études, exemple, puis qui est rendu après secondaire 5 qui arrêtent complètement le sport? Il y en a plein, là. C'est vrai, quand je pense que, mettons, dans ma gang, c'est vrai. Tu sais, puis ils vont recommencer peut-être plus tard. C'est peut-être le côté prof d'éduc qui parle, là, mais ce qu'on veut, c'est que tu acquiers des habitudes de vie qui vont être payantes à long terme. Puis tu as ça spécialisé, jouer au hockey pendant 5-6 ans. Après ça, tu arrives collégial, mettons, tu peux plus jouer au hockey parce qu'il n'y a pas de ligue collégiale où tu n'as pas fait le junior majeur ou le 2A ou le 3A, name it, là. Tu fais quoi? Ben, souvent, les gars, ils arrêtent puis ils vont recommencer un peu plus tard de jouer dans des ligues de garage. Mhm. Est-ce que c'est bon à long terme? Je pense pas. Est-ce que d'avoir une approche multisport, c'est gagnant? Oui. Tu sais, c'est documenté, on le voit plein, là. Mais tu sais, il y a toute la pression des parents, la pression d'organisation, tu sais, un sport-études, une concentration, une fédération a des avantages financiers là-dedans. Mhm. Tu sais, le hockey, c'est rendu que tu as du hockey de printemps compétitif, là, mais c'est bon pour le kid? Il fait juste jouer au hockey. Est-ce que tu vas le blesser? Est-ce que tu vas le surentraîner? Il y a toutes ces questions-là. Tu sais, le foot, ce que je trouve le fun, c'est que tu as une périodisation de la saison. Tu as une phase de récupération, puis on s'entraîne 8 mois pour jouer 3 mois à peu près. Là. L'été, là, c'est laisser tout le monde est off un peu, puis si tu te maintiens, tu t'arranges pour arriver en shape au camp. Mais tu sais, il y a des sports au hockey, si tu fais pas de camp d'été, si tu fais pas de power skating, tu vas être coupé. Là. Mhm. Puis là, tu as le parent qui investit beaucoup d'argent, il investit beaucoup d'espoir. Effectivement. Fait que tu sais, est-ce qu'on serait gagnant? Oui. D'avoir un offre multisport, puis on la rendra probablement jamais obligatoire, mais est-ce qu'on peut faire cohabiter des sports puis faire en sorte que les saisons ne se chevauchent pas? Ça, je pense, comme organisme de gestion du sport, on est capable. Mhm. Mais il va falloir que les membres le veulent. Exact. Effectivement. C'est toute une histoire, cette affaire-là. Mais moi aussi, je suis pas mal pour le multisport. En finissant, Eric, j'aimerais que tu nous partages un peu la vision à long terme. Est-ce que vous avez des projets en développement? Qu'est-ce que vous voulez développer pour le futur du développement sportif de nos étudiants athlètes? Ben là, au niveau du RSEQ provincial, là, ce qui prend beaucoup de place depuis 2-3 ans, là, c'est vraiment le hockey. Là. Le hockey universitaire va prendre de plus en plus de place. On va avoir une offre de service qui va être intéressante pour ceux qui veulent continuer les études puis jouer au hockey. Le hockey féminin prend de la place. On a même un département hockey là, maintenant. Ah ouais, nice. Structuré au RSEQ provincial. On entend parler là, qu'il y a d'autres sports qui aimeraient avoir un département comme ça. Là, c'est des ressources humaines, c'est de l'argent. Est-ce que tout le monde est prêt à embarquer? Ça semble que oui. Fait qu'à long terme, on va peut-être voir des spécialisations dans l'offre de services un petit peu plus. Mais tu sais, moi, je pense que le cas, ça va toujours rester de dire, ben, est-ce qu'on peut offrir du sport aux jeunes à l'école? Que ce soit collégial, universitaire, scolaire, la priorité, là, c'est 320 000 athlètes, là. Étudiants athlètes. Ben, est-ce qu'on peut les faire bouger? Puis ça a un impact sur la santé puis les coûts sociaux aussi, là. Fait que moi, je pense que ça va toujours rester dans les plans là, d'améliorer l'offre de service, l'expérience que le jeune va vivre. Puis, tu sais, l'appartenance à l'école, ben, tout le monde est gagnant. Si tout le monde va plus à l'école, obtient des diplômes, la société, pour moi, là, est gagnante en bout de ligne. Là. Mm-hmm. Tu sais, je l'ai entendu de plein de tes invités là, de dire, ben, on veut faire des meilleurs citoyens. Ben, le sport étudiant, c'est probablement un des médiums le plus utile pour amener les gens à diplômer puis à s'améliorer. 100%. Tu sais, le challenge dans la vie de faire du sport ou le challenge quand tu vas passer une entrevue pour avoir un job, ben c'est le même, là.
c'est qui va t'engager? C'est celui qui perçoit de toi que tu as la meilleure image, tu lui offres le meilleur produit. Ben, c'est la même affaire un petit peu, je pense, avec les écoles et le sport. Mm-hmm. Merci, Éric. Ça fait plaisir. D'avoir pris le temps de venir partager ce que la RSEQ font exactement. J'espère que ça va... en fait, je suis sûr que ça va avoir aidé les gens à mieux comprendre. En tout cas, du moins, moi je le comprends. C'est vraiment cool que tu aies pris le temps de venir partager ça aujourd'hui sur le podcast. J'apprécie, man, c'est smart. Hey, merci. Tout le monde, c'était le Game On Podcast. Notre invité, Éric Loignon.